Tout à l'heure, Pierre Ronzeau a évoqué le personnage de Lucile qui apparaît dans Les Caractères de la Bruyère. Lucile, c'est Fontenelle. C'est vous dire que la perspective sur le rire chez Fontenelle, chez la Bruyère, est différente. Alors, en revanche, est-ce que le rire fontenellien relève de la vanité? Ça, je laisse la question en suspens. Peut-être y reviendra-t-on. Alors, en présentant les habitués des mardis de l'hôtel de Lambert à la duchesse du Maine, Oudard de la Motte, écrit de Fontenelle, c'est un homme qui a mis le goût en principe et qui, en conséquence, demeurera froid où les Athéniens étouffaient de rire. Et l'on connaît l'évocation des entretiens sur la pluralité des mondes, d'un plaisir qui est je ne sais où dans la raison et qui ne fait rire que l'esprit. Cependant, le 17 décembre 1713, à un moment où le père Le Tellier, confesseur de Louis XIV, a encore assez de pouvoir pour faire perdre ses pensions, sa place et sa liberté à l'auteur de l'Histoire des oracles, la princesse palatine écrit à la duchesse de Hanovre « Ni l'abbé Dubois, ni Fontenelle ne croient aux esprits. Fontenelle feint d'y croire afin que les jésuites ne puissent lui faire un reproche de son incrédulité. Comme vous l'avez déjà vu, en effet, quand il m'a raconté ce qui s'est passé, il s'est tordu de rire. Fontenelle est donc capable de se tordre de rire, mais il choisit, dans ses ouvrages et pour ses personnages, de décliner les formes du rire selon les sujets et surtout selon les formes que prend l'esprit. Du badinage avec la marquise des entretiens au rire philosophique, chargé dans l'Histoire des oracles d'expulser les terreurs, celles des dieux et celles des autorités théologiques et politiques, jusqu'au sourire comme perfection du rire. Le rire chez Fontenelle n'entre pas seulement dans une mise en scène de la liberté de penser, il est le combustible de cette mise en scène et il en conditionne la puissance. L'humour et la gaieté s'infiltrent jusque dans les éloges des académiciens morts, avec le double effet de donner à ce genre académique sérieux entre tous, de divertir la partie du public qui s'intéresse peu à la science et de permettre, en amortissant les querelles qui la divisent, de promouvoir l'Académie royale des sciences comme une institution harmonieuse et polie. Le risque est de se laisser prendre à cette tonalité de courtoisie plaisante et de l'associer à une superficialité qui ferait de Fontenelle un simple vulgarisateur ou, au mieux, comme l'insidue Voltaire, un homme dont la prudence étouffe l'audace de la pensée. En réalité, c'est ce que j'essaierai de montrer, la plaisanterie, le trait d'esprit, le rire parfois chez Fontenelle relèvent d'une méthode, d'un style qui échappe à toute définition, d'une façon tout à lui et qu'a très bien perçu la Bruyère, d'amener ses lecteurs, c'est ça l'enjeu de la méthode fontenellienne, d'amener les lecteurs à penser autrement qu'ils n'auraient jamais osé le faire, et cela sans avoir conscience d'opérer une transgression, ou plutôt, lorsqu'ils s'en rendent compte, il est trop tard. Attendre que la nuit tombe, après une journée fort chaude, profiter d'un certain désordre de pensée dans lequel la nuit et les étoiles font tomber une jeune marquise, pour l'entretenir dans un bois à 10 heures du soir, d'un univers infini tout en mouvement, dont la terre n'est plus le centre, cela n'est pas seulement subversif au regard des mœurs et de la religion, c'est prendre l'astronomie pour prétexte d'une conversation dont le philosophe d'ailleurs demande à la marquise de garder le secret. De quoi, en effet, prétend-il entretenir cette jeune femme qui ne sait rien en matière de physique? De l'idée dont il convient qu'elle est un pur produit de son imagination, que chaque étoile qu'elle contemple pourrait bien être un monde. Et il insiste, je ne jurerai pas que cela fût vrai, mais je le tiens pour vrai parce que cela me fait plaisir à croire, c'est une idée riante. Toutefois, ajoute-t-il perfidement, ce n'est pas un plaisir comme celui que vous auriez à une comédie de Molière. C'en est un qui se trouve je ne sais où dans la raison et qui ne fait rire que l'esprit. La marquise, piquée au vif, se prend au piège. Quoi, vous comprenez, vous croyez donc qu'on soit incapable de plaisirs qui ne sont que dans la raison? Apprenez-moi vos étoiles. Le jeu est lancé, comment s'y prendra le philosophe pour faire sourire la raison de la marquise en la mettant en disposition d'entrer dans cette vision hétérodoxe du monde, évidemment issue de la révolution copernicienne, en badinant,
en laissant la conversation créer une atmosphère de légèreté détendue et galante. Mais je signale en passant que la raillerie chez Fontenelle n'est jamais sarcastique, jamais méchante. Peut-être y reviendra-t-on. La Bruyère dirait que c'est faire quelque chose de rien. Mais de petites formules, en petites formules piquantes, du rire malicieux au sourire à peine esquissé, ce badinage amène la marquise à entrer sans qu'elle se soucie des interdits dans des représentations du monde qui la rendent, dit-elle, délicieusement folle et qui la rendent toute prête à rentrer dans le parti de la philosophie. On se débarrasse alors du vieux système de Ptolémée, si confus, je cite, qu'un roi de Castille, grand mathématicien, disait que si Dieu l'eût appelé en son conseil, quand il fit le monde, il lui eût donné de bons avis. Mais il n'est pas nécessaire, dit le philosophe, c'est Fontenelle, de s'attarder sur cette pensée libertine d'un roi donnant des conseils à Dieu, car à partir d'observations montrant qu'il est hors de doute que Vénus et Mercure tournent autour du Soleil et non de la Terre, un certain Allemand nommé Copernic a montré que la nature agissait avec une simplicité charmante et a entrepris de remettre les choses en ordre. Copernic, donc, saisi d'une noble fureur d'astronome, met en pièces l'ancien système, envoie autour de lui la Terre, on voit autour de lui les planètes, la Terre se joignant à elle, et même pour la punir du long repos qu'elle s'était attribué, il l'a fait accompagner toutefois, alors il l'a fait tourner d'abord sur elle-même, il l'a fait accompagner néanmoins de la Lune qui continue à tourner autour d'elle. Soupir satisfait de la marquise qui tient à la Lune, mais s'est-elle rendu compte que Copernic s'est autorisé une bien plus grande liberté que le roi de Castille et que les mouvements des planètes ne semblent obéir à aucune volonté organisatrice? Ce qui est sûr, c'est que la nouvelle astronomie fait surgir bien des questions dans son esprit. La Terre s'étant mise à tourner, nous tournons donc avec elle. N'y a-t-il rien à craindre à nager ainsi dans la matière céleste? Comment la Terre, qui pèse son poids, s'y soutient-elle? La marquise peut-elle aller se coucher l'esprit tranquille? Le philosophe la rassure, les Indiens, il faut porter la Terre par 4 éléphants. Faisons de même. La précaution est inutile, l'esprit vif de la marquise est devenu copernicien. Elle se sent tout à fait le courage de tourner et de nager à l'aventure dans la matière céleste. Et c'est elle qui fait rire le philosophe en faisant observer que si les Indiens savaient que la Terre tourne, ils doubleraient le nombre des éléphants. La voici prête à expérimenter la relativité des points de vue et des représentations du monde à travers la pluralité des points de vue que le philosophe va lui présenter, à se livrer sans retenue aux imaginations les plus folles, aux opérations mentales les plus audacieuses. Une lune habitée par des gens qui peut-être seraient déjà venus nous visiter, des planètes elles-mêmes entourées de petites lunes. Pour rire des choses du monde, il faut en quelque façon en être dehors, et la comédie vous en tire, fait dire Fontenelle à Molière dans les nouveaux dialogues des morts. Elle vous donne tout en spectacle comme si vous n'y aviez point de part. C'est exactement la perspective qu'il adopte dans les entretiens pour donner à l'esprit de la marquise pleine liberté de badiner philosophiquement sur la mécanique céleste et d'expérimenter son savoir cosmographique tout neuf sans se soucier de la recevabilité de ses pensées. Lorsqu'elle demande « Et les éclipses, comment vont-elles ?» Le philosophe répond « C'est à vous de deviner ». Et lorsque, sous l'éclairage judicieux de la conversation dont le philosophe ne perd jamais les rênes, la marquise a saisi la simplicité du phénomène des éclipses, elle se demande comment on a bien pu inventer tant de sottes explications qui ont poussé les gens à avoir peur des éclipses et à se terrer dans les caves. Ce n'est pas seulement qu'on est ignorant, fait observer le philosophe, c'est que le pouvoir de l'imagination est immense. Alexandre voyait la Terre comme le séjour, comme une place bien propre à établir un empire. Céladon ne la voyait que comme le séjour d'Astrée. Un philosophe la voit comme une grosse planète toute couverte de fous. Cela ne veut pas dire que toutes les représentations se valent. Je cite, « On peut assez bien soutenir une opinion chimérique pour embarrasser une personne d'esprit, mais non pas assez pour la persuader. Il n'y a que la vérité qui persuade, même sans avoir besoin de paraître avec toutes ses preuves. » Fin de citation. Mais comment apprendre à discerner le vrai? En s'habituant à penser par soi-même, quitte à se contredire parfois, car les certitudes ont une certaine tendance à pouvoir être renversées.
importe seulement le fonctionnement de l'esprit et la conscience qu'il a de ses propres opérations, sans considération de la tradition ni des pressions idéologiques mises en place par les pouvoirs de quelque nature qu'ils soient. Ces considérations valent dans le domaine de l'amour. La société mondaine à laquelle s'adresse Fontenelle a inventé des codes de conduite, parfois inspirés de l'abstrait, dont il n'est pas certain qu'ils s'accordent toujours avec la nature humaine. Pratiquer soi-même la galanterie la plus raffinée n'interdit pas de pénétrer d'un regard impitoyablement critique les rapports complexes de dépendance auxquels nous soumettent les représentations qui, en tant que fiction, peuvent être moquées au nom d'un parti pris de franchise. Ainsi, Fontenelle, dans les Lettres galantes, charge-t-il le chevalier d'Air d'en montrer l'artificialité, parfois les ridicules. J'en donnerai 2 exemples. Dans le premier, le chevalier en personne envoie à une jeune fille qui repousse ses avances un pâté de sanglier accompagné d'une lettre qui précise son intention. Je résume. Au cours de la chasse, le sanglier blessé s'est retourné contre le chevalier qui se demande si le moment n'est pas venu, pour l'amant malheureux, de se laisser mourir. Il délibère rapidement, je cite, « Je crus qu'il y allait de votre honneur qu'un amant qui vous est aussi fidèle que moi vécut, quoiqu'il n'y trouvât pas son compte. Le zèle que j'ai pour votre gloire coûta donc la vie au pauvre sanglier qui ne pensait pas avoir affaire à un homme animé par un motif si puissant. Je le perçai d'un coup de mousqueton et je ne crois pas qu'une autre fois des sangliers osent se jouer à ceux qui conservent leur vie pour vous. Je serais trop heureux, mademoiselle, si vous mangiez de celui-ci avec quelques sentiments de vengeance sur ce qu'il m'a osé mettre en péril, et si cela vous en relève le goût. » Fin de citation. On reconnaît évidemment une parodie de l'Astrée où Céladon, chassé du regard d'Astrée, se jette dans le lignon, mais dans les Lettres galantes, les amants ne se suicident pas. Deuxième exemple, dans une lettre, le chevalier rapporte l'histoire d'un homme qui, pour venir à bout de la rigueur d'une dame dont il était amoureux, avait fait semblant de vouloir mourir de faim. Depuis 2 ans, soins, assiduité, respect, plaintes, larmes, fureur, tout avait été inutile. Un jour qu'il se trouvait dans le cabinet de la dame, l'amant négligé assure qu'il ne quittera plus ce cabinet où il a décidé de mourir de faim, laissant la dame jouir pleinement d'une mort qu'elle verra arriver par degrés. La dame rit et se moque jusqu'à la nuit tombée. Cet homme est-il fou de demeurer ? 3 jours passent. La dame elle-même apporte un bouillon à celui qui le refuse en la regardant avec quelque chose d'éteint dans les yeux. Le 4e jour, elle fait de profondes réflexions sur le scandale qui allait arriver. Un homme mort dans son cabinet, voilà qui fera un éclat horrible dans le monde, on ne croira point la vérité et l'on fera 1000 plaisanteries. Elle alla donc trouver le mourant pour obtenir qu'il sortît à tel prix qu'il voudrait. Aussitôt, la vie et même une certaine vivacité surprenante revint en lui. Le narrateur observe que jamais il ne se fit une retraite si honorable, et l'on ne sait si ce sont les charmes de la dame ou un grand pain et quelques bouteilles de vin adroitement cachées sous le lit de repos qui eurent le plus de pouvoir pour ranimer le mourant. Mais, poursuit-il, pareille fourberie ne fait-elle pas dresser les cheveux sur la tête ? Quelle réflexion en tirer ? Eh bien, et je cite le chevalier, « Libre aux dames de laisser crever les hommes qui voudront mourir, mais que penser aussi de ces rigueurs affichées qui ne durent pas plus longtemps qu'un pain et des bouteilles de vin ?» Fin de citation. La galanterie, selon Fontenelle, est radicalement matérialiste. Faire l'ange, c'est être dupe. Sous leur gaieté et parfois leur passage burlesque, les Lettres galantes invitent à réfléchir sur les injonctions contradictoires auxquelles les hommes, et plus encore les femmes, se trouvent soumis dans le cadre des rapports sociaux et particulièrement dans le cadre des rapports amoureux. Derrière nos 2 exemples pourrait bien se trouver cette proposition de Spinoza, l'âme ne se connaît elle-même qu'en tant qu'elle perçoit les idées et les affections du corps. Mais y a-t-il jamais eu de pensée profonde associée au rire ? Telle est la question que Fontenelle soulève à plusieurs reprises dans les nouveaux dialogues des morts. Penser sérieusement, est-ce ne plus rire ? À Sénèque qui le tient, alors il s'agit bien entendu du Sénèque des nouveaux dialogues des morts, personnage un peu différent. À Sénèque qui le tient pour authentique philosophe stoïcien à cause des grandes souffrances qu'il a su endurer, Scarron apprend qu'il est aussi l'inventeur d'un genre de poésie qu'on appelle burlesque. Et il précise, c'est ce qu'il y a de plus outré en matière de plaisanterie. Stupeur de Sénèque, mais vous n'étiez donc pas un philosophe.
Et pourquoi non, lui répond Scarron. Sénèque, sûr de sa conception de la philosophie, observe, ce n'est pas l'occupation d'un stoïcien que de faire des ouvrages de plaisanterie et de songer à faire rire. À quoi Scarron réplique, oh, je vois bien que vous n'avez pas compris les perfections de la plaisanterie, toute sagesse y est renfermée. Le sujet est repris sous un angle différent dans un autre dialogue qui fait s'entretenir Parméniske et Théocrite de Chios. Après une descente traumatisante dans l'antre de Trophonius de l'Ébadée en Béotie, alors je signale en passant que la Béotie est associée chez Fontenelle à des béotiens, des gens pas très malins. Donc dans cet antre de Trophonius, Parméniske s'est vu privé de toute capacité de rire. Il a même cru mourir de trop de sérieux. Malgré ses efforts pour jouir des ridicules du monde et pour en rire, il n'en peut venir à bout. Théocrite de Chios, prématurément mort pour une mauvaise raillerie aux dépens d'un roi, aurait, lui, aimé se trouver à sa place. Toutefois, confie Parméniske, ce qui l'avait rendu trop sérieux n'était pas tant l'antre de Trophonius lui-même que les réflexions qui l'avaient amené à faire. J'en ai fait et je ne riais plus. L'observation amène Théocrite à s'interroger. J'avoue que je ne sais pas trop ce que c'est que les réflexions, mais je ne puis concevoir pourquoi elles seraient chagrines. Ne saurait-on avoir des vues saines qui ne soient pas en même temps tristes? N'y a-t-il que l'erreur qui soit gaie et la raison qui soit faite pour nous tuer? Parméniske développe alors ce qu'il entend par réflexion. La nature a mis les hommes au monde pour vivre. Et vivre, ce n'est pas savoir ce que l'on fait la plupart du temps. Quand nous découvrons le peu d'importance de ce qui nous occupe et de ce qui nous touche, nous arrachons à la nature son secret. On devient trop sage, on n'est plus assez homme. On pense et on ne veut plus agir. Voilà ce que la nature ne trouve pas bon. Pourtant, objecte Théocrite avec beaucoup de pertinence, c'est bien la nature qui veut qu'on pousse nos réflexions jusqu'où elles peuvent aller. Mais Parméniske demeure perplexe et conclut sur une question, pour lui sans réponse. Vous dites vrai. Il y a une raison qui nous met au-dessus de tout par les pensées. Il doit y en avoir ensuite une autre qui nous amène à à tout par les actions, mais à ce compte-là, ne vaut-il pas presque autant n'avoir point pensé? Il est vrai que l'homme paie parfois cher le privilège de penser au-dessus des bêtes. Mais il ne saurait être question de renoncer à la recherche de la vérité pour celui qui, devenu secrétaire de l'Académie royale des sciences, écrit « L'esprit a ses besoins et peut être aussi étendus que ceux du corps. Il veut savoir tout ce qui peut être connu qui lui soit nécessaire. Et rien ne marque mieux combien il est destiné à la vérité que le charme que l'on éprouve quelquefois malgré soi dans les plus épineuses recherches de l'algèbre. Il est bon, fin de citation, il est bon et même nécessaire en revanche de s'interroger sur le bon usage qu'il convient de faire de l'esprit humain pour maintenir l'équilibre entre la pensée et la vie. Si Théocrite avait un peu su ce que sont les réflexions, il se serait dispensé d'une raillerie aussi dangereuse que déplacée dans la situation où il se trouvait. Je donne l'anecdote, Théocrite avait gravement offensé le roi Antigone, qui était borgne. Cependant, le roi lui avait promis de ne pas en avoir de ressentiment, pourvu que Théocrite se présente devant lui. Et tandis que les amis de Théocrite le conduisent devant le roi en disant que sa vie serait en sûreté dès qu'il aurait paru aux yeux du roi, Théocrite ne peut s'empêcher de répondre « Ah, si je suis obligé d'obtenir ma grâce sans paraître à ses yeux, je suis perdu. » Évidemment, il en perdit la tête. Parméniske, toutefois, n'a pas tout à fait tort. Il y a des réflexions qui rendent mortellement sérieux. Dans l'histoire des oracles, Fontenelle revient sur l'antre de Trophonius et fait de la descente dans l'antre un épisode burlesque, je résume. On y descend par un trou étroit, on se couche à terre en prenant dans chaque main une préparation de miel, on passe les pieds dans l'ouverture d'une petite caverne, aussitôt on se sent emporté au-dedans avec beaucoup de force et de vitesse, et en sortant, on ne sait trop ce qu'on a vu et entendu à l'intérieur de l'antre. Mais le rire du lecteur se fige. Lorsque Fontenelle poursuit, Pausanias nous dit qu'il n'y a jamais eu qu'un homme qui soit entré dans l'antre de Trophonius et qui n'en soit pas sorti. C'était un certain espion que Démétrius y envoya pour voir s'il n'y avait pas dans ce lieu saint quelque chose qui fût bon à piller. On trouva loin de là le corps de ce malheureux qui n'avait pas été jeté par l'ouverture sacrée de l'antre. Il ne nous est que trop aisé de faire nos réflexions sur tout cela.
On ne plaisante pas avec l'institution religieuse. Fontenelle, pourtant, a osé rire en de pareilles circonstances. Au lendemain de la signature de la révocation de l'édit de Nantes, au plus fort des persécutions contre les protestants, Bell fait paraître en Hollande, dans les Nouvelles de la République des Lettres de janvier 1686, une relation de l'île de Bornéo supposée avoir été reçue par Fontenelle. Il s'agit en réalité d'un pamphlet de 4 pages qui, sous la forme d'une allégorie satirique cryptée, évoque la guerre civile qui fait s'affronter 2 reines, Mréo, anagramme de Rome, Négu, anagramme de Genève, dans l'île de Bornéo. Fontenelle n'entend pas du tout prendre parti pour une religion ou pour une autre. Rome ou Genève, c'est pour lui passer d'une mythologie à une autre. La relation de Bornéo ne lance pas non plus un appel à la tolérance. Louis XIV est demeuré sourd à tous ceux qui lui ont été adressés. Elle se contente, si l'on ose dire, de ramener les choses à la surface, en adoptant une tonalité burlesque. Que défend, c'est la question de la relation, que défend la monarchie si l'on s'en tient à la surface des choses en recourant à une telle barbarie, c'est-à-dire les conversions forcées, l'exil, les dragonnades, etc. Ce qu'elle défend, le célibat des prêtres, l'Eucharistie, le culte des reliques, les indulgences, tout en s'affichant comme porteuse des plaintes des protestants persécutés, c'est un rire habité par la colère que ce petit pamphlet met au service de la liberté de pensée et de la raison. Aux lecteurs ensuite, et les lecteurs des Nouvelles de la République des Lettres le feront, de mener plus loin leurs réflexions. Et cette idée de mener plus loin les réflexions, c'est récurrent chez Fontenelle, c'est l'enjeu du rire ou de l'ironie, au lecteur de s'aventurer dans le texte et d'un sens à un autre, de faire ses réflexions. C'est dans l'histoire des oracles, avec le même rire mêlé de colère, que le philosophe cynique Enomaos s'emporte contre les équivoques et les allégories du langage prophétique qui ne sont pour lui que les artifices dont se servent les prêtres pour masquer leur ignorance et faire paraître la parole de l'oracle absolue et puissante. Prenant directement Apollon à partie, Enomaos argumente sur les oracles rendus à Delphes et s'applique à démonter toutes les procédures sur lesquelles repose l'exploitation tyrannique du langage. Il fait même remarquer aux dieux que souvent ces mots sont si mal choisis qu'on se demande bien pourquoi on prend la peine de lui offrir autant de sacrifices. Et il lui dit « Moi qui ne sais point deviner, j'en eusse bien dit autant que toi ». Et il lui fait même observer que quand les Athéniens, par exemple, lui demandent à quelle date aura lieu la bataille de Salamine, il est tout à fait ridicule de répondre pompeusement soit quand Cérès sera dispersée, soit quand elle sera ramassée, comme si on ne savait pas qu'une bataille navale se donne ou au temps des semailles ou à la moisson, jamais en hiver. Manquant totalement de respect à Apollon, Enomaos se permet même de lui faire la leçon. Si tu lis dans l'avenir ce qui en arrivera, pourquoi te sers-tu de façons de parler qu'on ne peut entendre? Ne sais-tu point qu'on ne les entend point? Si tu le sais, tu te plais donc à te jouer de nous. Si tu ne le sais point, apprends de nous qu'il faut parler clairement. Après avoir laissé Enomaos déconsidérer l'appareil oraculaire soigneusement agencé par les détenteurs des pouvoirs politiques et intellectuels, Fontenelle revient pour sa part, dans le même chapitre, à une énonciation souriante, naïve, pour faire observer qu'il est assez plaisant, que toute la religion païenne ne fut qu'un problème de philosophie, et qu'au milieu de tant de temples et de sacrifices, des philosophes aient pu soutenir que les dieux, loin de s'y plaire, n'en avaient aucune connaissance. Mais, ajoute-t-il, les Grecs avaient tant d'esprit, ils ne se modéraient sur rien, ils riaient de tout au point que leur raison en souffrait quelque peu. Il faut se méfier de Fontenelle lorsqu'il pratique ce changement de registre. C'est en général l'indice qu'il se prépare à viser une cible trop dangereuse pour être explicitement désignée et à opérer une transgression sur un mode en quelque sorte oblique. Il s'agit alors de déporter l'attention sur un récit inoffensif pour le lecteur, mais capable de provoquer des rapports singuliers, de délimiter une zone de travail du sens qui oblige le lecteur, en progressant d'un degré d'interprétation à un autre, à formuler ce que Fontenelle se garde bien de faire. Cela donne le raisonnement suivant. Si les Grecs pouvaient rire des dieux et philosopher librement sans se soucier des suites, ni qu'on leur demande raison de leur audace, croirions-nous que les Romains, gens solides et sérieux, appliqués, qui savaient suivre un principe et prévoir de loin les conséquences, firent de même? Que Cicéron, écrivant sur la divination, a pu se moquer ouvertement des chefs du parti stoïcien, lesquels affirmaient au moment du sacrifice que
lesquels affirmaient la puissance des dieux de changer les entrailles des victimes au moment du sacrifice afin de marquer leur volonté. Et Fontenelle proposait au lecteur de relire Cicéron avec lui. Premier exemple. Ces philosophes sérieux, que sont les stoïciens, admettaient donc que la disposition d'un foie de veau était susceptible de changer en un instant, bien ou mal disposé pour le sacrifice, selon celui qui avait choisi l'animal. Cela étant, il était possible d'apaiser promptement les dieux en leur offrant un second veau. Deuxième exemple, les mêmes stoïciens admettaient également qu'un jour il ne se trouva point de cœur dans un bœuf que César sacrifiait. Le bœuf ne pouvant vivre sans cœur, il fallait assurer les stoïciens qu'il se soit retiré dans le moment même du sacrifice. À quoi Cicéron rétorquait : est-il possible que vous ayez assez d'esprit pour voir qu'un bœuf n'a pu vivre sans cœur, et que vous n'en ayez pas assez pour voir que ce cœur n'a pu en un moment s'envoler je ne sais où. Fontenelle se contente d'ajouter sans commenter « Je ne donne ce passage de Cicéron que comme un exemple de l'extrême liberté avec laquelle il insultait à la religion qu'il suivait lui-même. En 1000 autres endroits, il ne fait pas plus grâce au poulet sacré, au vol des oiseaux et à tous les miracles dont les annales des pontifes étaient remplies. » Le texte est évidemment moins inoffensif qu'il ne le paraît, pour peu que le lecteur saisisse dans la trame de ce raisonnement plaisant des similitudes de fonctions, des interférences qui en dépassent les limites objectives. Car si le lecteur est prêt à rire d'un foie de veau susceptible de se métamorphoser sous le couteau du sacrificateur, d'un cœur de bœuf qui s'envole au moment où l'on ouvre l'animal, rira-t-il autant lorsqu'il aura saisi qu'au-delà de la trivialité de ces exemples, pourrait bien se trouver posée la question d'une création ex nihilo, celle de la transsubstantiation et de l'Eucharistie. Se moquera-t-il de sa propre crédulité comme de celle des stoïciens ? Mais peut-être s'agit-il de bien autre chose que de moquerie, ou plus exactement, n'y a-t-il pas une profondeur dans la moquerie qui nous empêche d'être dupes de nous-mêmes ? À force de rire, on est embarrassé. Ces similitudes, ces constantes structurelles entre ce que nous jugeons comme sacré ici, comme imposture ailleurs, ne laissent-elles pas soupçonner que les mêmes mécanismes mentaux sont à l'œuvre ici comme là, inventant à loisir des causalités mystérieuses lorsque la nature agit avec simplicité. Le rire, alors, rend possible d'opérer en un violent retour sur soi l'effort de dépouillement, de simplification qui nous permet de considérer avec d'autres yeux notre propre culture. En nous déliant, même physiquement, du sérieux, en nous libérant de l'étouffement d'idées et de représentations que nous tenions pour absolues, le rire nous rend capables d'un rapport heureux à la vérité et de la forme, la plus exigeante de l'exercice rationnel. Le rire et la simplicité sont donc les conditions d'une hygiène mentale saine, ouverte sur la nature et sur le monde des hommes. Dans Les Enfers, où Fontenelle lui fait rencontrer Molière, Paracelse, imbu de la domination presque exclusive qu'il exerce encore sur la médecine du XVIIe siècle, ne perçoit pas l'ironie avec laquelle le comédien le salue. Paracelse, on croirait que vous seriez grec ou latin, et on ne s'aviserait presque jamais que Paracelse était un philosophe suisse. Le grand alchimiste se rengorge, prend la posture de Matamore. J'ai rendu ce nom aussi illustre qu'il est beau. Mes ouvrages sont d'un grand secours, et tous ceux qui veulent entrer dans les secrets de la nature, et surtout à tous ceux qui s'élèvent jusqu'à la connaissance des génies et des habitants élémentaires. Je fais une parenthèse, ces esprits qu'il appelle Tortolaos et Pénates, personne ne sait ce que c'est, parce qu'il n'y a que lui qui en a parlé. Molière, impressionné, exprime son admiration. Je conçois aisément que ce sont là de vraies sciences. Connaître les hommes qu'on voit tous les jours, ce n'est rien. Mais connaître des génies que l'on ne voit point, c'est tout autre chose. Le dialogue se poursuit sur ce ton, Paracelse se développant l'idée que l'esprit néglige naturellement les sciences trop simples parce que c'est seulement sur les sciences mystérieuses qu'il peut exercer son activité. Molière coupe court, tant pis pour l'esprit. Ce que vous dites là est tout à fait une honte, et à sa honte. La vérité se présente à lui parce qu'elle est simple, il ne la reconnaît point, et prétend des mystères, et prend des mystères ridicules pour elle. Comme on peut s'y attendre, Paracelse reste médusé lorsqu'il apprend que le métier de Molière consiste à faire crever de rire des gens devant lesquels on se contente d'imiter leur ridicule.
Il ne voit vraiment pas comment rire de ses propres ridicules peut donner matière à exercer son esprit. Quoique suisse, Paracelse est bien un ancien, incapable de comprendre que, je cite ici une formule de Jean d'Agen, que s'ouvrir au comique constitue une disposition intrinsèque de l'esprit moderne. S'ouvrir au comique porte assez loin chez Fontenelle. Être capable de rire de soi, de ses ridicules, c'est être capable aussi de rire de ses convictions factices, de ses savoirs hérités que l'expérience contredit, de nos propres fictions qui peuvent parfois prendre la forme de ces systèmes, y compris de ces systèmes scientifiques que l'esprit, en mal de certitude, se hasarde à construire et qui, une fois établis, s'opposent aux nouvelles vérités qui surviennent. En d'autres termes, il ne saurait y avoir de véritables philosophes ni de véritables savants qui ne sachent rire. Philosophes mâles, ceux qui s'en tiennent à l'illusoire possession d'un savoir, se laissent dépasser par les progrès de la science, les savants qui refusent d'admettre que les sciences se construisent sur les ruines de modèles périmés et qu'il n'est de travail scientifique authentique que celui qui ne cesse de mettre ces modèles à l'épreuve. Si Fontenelle, dans ses éloges des académiciens morts, ne se prive pas d'égratigner ceux qui, dans les disputes sur le fondement du calcul infinitésimal, attaquent la géométrie de l'infini, et il y avait effectivement beaucoup d'académiciens qui s'y opposaient, il s'arrête par 2 fois sur le rire de Varignon. On sait la violence de ces disputes qui dépassaient le strict domaine des mathématiques dans la mesure où le choix des infiniment petits qu'était en train de faire l'Académie royale des sciences touchait à la conception physico-mathématique du monde. Or, Varignon, qui s'était fait l'un de ses plus ardents défenseurs des infiniment petits, s'il mettait tout le feu de son esprit dans la dispute, la terminait toujours par le rire. Le rire de Varignon, cependant, ne relève pas seulement de la civilité académique. Varignon riait, dit Fontenelle, si volontiers en parlant de géométrie qu'à le voir, on eût cru qu'il la fallait étudier pour se divertir. Son rire témoigne de la capacité de son esprit à jouir de sa propre activité lorsqu'il a l'opportunité de saisir le vrai. Jouissance tranquille qui lui fait considérer que nulle condition n'était plus à envier que la sienne, mais aussi gaieté communicable au sein d'institutions académiques capables d'amortir les tensions en son sein. Il n'est pas donné à tout le monde de s'élever à cette perfection de la plaisanterie qui, disait Scarron, contient toute sagesse. L'esprit de plaisanterie tel que l'entend Fontenelle correspond à une superficialité paradoxale, à une vivacité d'esprit audacieusement frivole, capable de s'associer à toutes sortes de comiques pour amener à la lumière ce qui, sans cette insouciance, y demeurerait enfoui. On pourrait ajouter qu'il relève aussi d'un art consommé de l'esquive et qu'il est un piège pour les censeurs. Les traits d'esprit subversif dans l'histoire des oracles n'a pas échappé au père Balthus. Mais le problème, et là j'éviterai de rentrer dans le détail des anecdotes soulevées par Fontenelle, mais elles sont tellement audacieuses et développées sur un air tellement badin, tellement désinvolte, que Balthus ne peut pas se laisser prendre au piège et entrer dans cet esprit de désinvolture, ce qui coupe court, évidemment, à la qualité, si j'ose dire, polémique de sa critique. Je conclus. Merci. Nietzsche appréciait l'intrépidité du style libre et plein d'esprit de Fontenelle qu'il place à côté de Molière, de La Rochefoucauld et de La Bruyère, dans la classe des esprits supérieurs qui font revivre le gai savoir des Grecs et dont les livres, écrit-il, contiennent des idées plus véritable que tous les ouvrages de philosophie allemande ensemble. Lui-même évoque la joie et les yeux brillants de ces êtres supérieurs, joie incompréhensible au vulgaire qui la qualifie de déraison parce qu'elle fixe ses valeurs et ses non-valeurs sur des choses qui laissent ce dernier parfaitement froid. Nietzsche reprend néanmoins à son compte l'idée de déraison en la chargeant d'une nouvelle signification, disons que les esprits supérieurs sont déraisonnables parce qu'en leur meilleur moment, la raison fait une pause, tant l'intensité du plaisir éprouvé est forte. Le cœur alors monte au cerveau et l'on parlera dorénavant de passion. Et il ajoute, il n'y a que chez Fontenelle que c'est différent, il y a comme un renversement de la passion. Alors ça, c'est le trop de succès de la formule de Madame de Tencin, mettant la main sur le cœur de Fontenelle et disant « ce que vous avez là, c'est encore du cerveau ». Fontenelle est quelqu'un qui, bien au contraire, accorde une fonction essentielle, et je finis, une fonction essentielle
à la passion, dans les formes les plus exigeantes de l'exercice de l'esprit, lesquelles, en effet, peuvent conduire à des comportements que le public peut estimer déraisonnables quand ce n'est pas ridicule. Je terminerai sur l'éloge de Duvernay, qui en donne une bonne illustration. Le grand médecin anatomiste qui ne pouvait pas annoncer la découverte d'un vaisseau ou la fonction d'un organe sans que ses yeux brillent de joie et sans communiquer son enthousiasme aux auditeurs qu'une langueur involontaire aurait pu surprendre, est un homme passionné. Toutefois, l'âge avançant, il ne vient plus à l'Académie et semblait même l'avoir oublié, jusqu'à la réimpression de l'histoire naturelle des animaux à laquelle il avait eu beaucoup de part. Duvernay alors retrouve son éloquence, reprend son activité, et Fontenelle, dans son éloge, livre cette dernière image du savant âgé de plus de 82 ans qui, malgré ses infirmités, passait des nuits dans les endroits les plus humides du jardin royal, couché sur le ventre, sans oser faire aucun mouvement pour découvrir les allures, la conduite des limaçons qui semblent en vouloir faire un secret impénétrable. Et il commente une grande passion, est une espèce d'âme immortelle à sa manière et presque indépendante des organes. Sublime, tout humain, ridicule peut-être aux yeux de certains, du savant attentif à surprendre les secrets de la nature dans ses plus communes productions, qui prépare les contemporains sans dogmatisme, sans tension, à accueillir les Lumières. Merci.